Si je vous posais la question suivante, où pourrait éclater la plus grande catastrophe environnementale des États-Unis au XXIe siècle? Vous penseriez sans doute aux côtes de la Floride ravagées par les ouragans, à la Californie en proie aux méga-feux, ou encore aux métropoles de l'Atlantique menacées par la montée des eaux. Très peu répondraient un lac salé au milieu du désert, aux portes de Salt Lake City. Et pourtant, c'est précisément la réponse qu'un groupe de chercheurs vient de donner. Et le plus inquiétant, ce n'est pas que ce scénario puisse se produire un jour, mais que, selon eux, le compte à rebours a déjà commencé. Bienvenue dans Le Monde décrypté. Ici, nous ne nous contentons pas de lire des dépêches glaciales. Nous essayons de décoder les choix, les erreurs et ces tendances lourdes qui, dans le silence, sont en train de façonner votre avenir. Si vous voulez aller au-delà des gros titres et comprendre ce qui se joue réellement, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Mais pour l'instant, revenons à cette bombe de boue à de sel qui sommeille dans l'Utah. Début janvier 2023, un rapport de l'université Brigham Young dans l'Utah est venu briser le silence. Il ne s'agissait pas d'une note technique anodine, mais d'un avertissement brutal. Sans action urgente, le Great Salt Lake, le grand lac salé, plus grand lac salé de l'hémisphère occidental, en lisière de Salt Lake City, est engagé sur une trajectoire de disparition totale d'ici 5 ans, c'est-à-dire d'ici 2028. Vous avez bien entendu, 2028. Pas une échéance vague vers la fin du siècle, mais quelques pages à peine sur le calendrier. Et cet avertissement n'a rien d'un coup de théâtre isolé. Pendant plus de 3 décennies, le Grand Lac Salé s'est rétracté presque sans interruption. Si l'on remonte à 1987, on découvre une véritable mer intérieure à son apogée historique. Le lac s'étend alors sur environ 3300 miles carrés, une superficie supérieure à celle de l'État du Delaware. Mais au moment où l'alerte est lancée en 2023, le lac n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa surface a chuté de plus de 71%, pour ne plus couvrir qu'environ 950 miles carrés. En se retirant, l'eau a mis à nu un île lacustre aride et crevassé, plus vaste que l'île de Maui. À partir de là, la question cesse d'être le lac va-t-il mourir pour devenir quand va-t-il disparaître complètement. Sur le papier, on pourrait croire à un sursis inespéré. Juste après l'alerte de Brigham Young, 2 hivers consécutifs, marqués par des chutes de neige records sur la chaîne des Wasatch, offrent au lac une timide rémission. Mais les scientifiques sont catégoriques. Ce n'est pas un miracle, c'est un accident météorologique. L'équivalent d'une dose de morphine injectée à un patient en défaillance multiviscérale, pas un traitement qui le guérit. Dans un monde qui se réchauffe, et dans un état qui vit largement au-dessus de ses moyens hydriques, le déclin à long terme du Grand Lac Salé reste une quasi-certitude sans coup de frein radical imposé par l'homme. Peut-être ne s'évaporera-t-il pas exactement en 2028, comme dans le pire scénario des chercheurs. Mais il demeure exposé à un risque extrême, celui de s'effacer totalement de notre vivant. Et si ce jour arrive, les conséquences iront bien au-delà d'une simple mise à jour des cartes de l'Amérique du Nord. Aux yeux de plusieurs scientifiques, le Grand Lac Salé est déjà devenu une bombe nucléaire environnementale à retardement. Son effondrement total pourrait bien constituer la pire catastrophe écologique que les États-Unis connaîtront au XXIe siècle. Ce n'est pas seulement une histoire d'eau qui disparaît, c'est tout un système qui vacille. Une large partie de l'Utah, Salt Lake City comprise, risque de devenir progressivement invivable à mesure que des nuages de poussière toxique chargés d'arsenic et de métaux lourds s'élèveront du lit asséché pour saturer l'air que respirent les habitants. Le marché immobilier, les stations de ski, le tourisme et l'industrie minière de l'Utah pourraient subir des dommages profonds et durables. L'un des écosystèmes les plus cruciaux d'Amérique du Nord, vital pour des millions d'oiseaux migrateurs, pourrait être poussé au bord de l'effondrement. Une partie de l'industrie alimentaire mondiale, qui dépend des ressources biologiques de ce lac, pourrait être déstabilisée. Et surtout, ces poussières toxiques ne s'arrêteront pas aux frontières de l'Utah. Elles pourront se disperser vers le Nevada, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado, voire l'Arizona,
transformant un problème local en dossier explosif à l'échelle fédérale. Le Great Salt Lake d'aujourd'hui est, en réalité, l'héritier direct du lac Bonneville, une immense masse d'eau intérieure qui occupait la région à la fin de la dernière période glaciaire, à une époque où le climat était plus humide et plus frais, ce qui limitait fortement l'évaporation. Il y a environ 17 000 ans, le lac Bonneville couvrait près de 51 000 km² et atteignait plus de 300 mètres de profondeur. Il était alors comparable par sa taille au lac Michigan actuel, et se comportait davantage comme une véritable mer intérieure que comme un simple lac. À mesure que la dernière glaciation a pris fin, le climat s'est réchauffé, les précipitations ont diminué, et le lac s'est spectaculairement rétracté. Il a laissé derrière lui une constellation de lacs plus petits, ses successeurs, que nous connaissons aujourd'hui. Le lac Sevier, le lac Utah, et le plus vaste d'entre eux, le Great Salt Lake, le Grand Lac Salé, qui reste encore aujourd'hui le troisième plus grand lac entièrement situé sur le territoire des États-Unis, après le lac Michigan et le lac Iliamna en Alaska. Aujourd'hui, l'existence de ces lacs successeurs forme l'une des plus grandes oasis de vie enchâssées au milieu des grands déserts nord-américains. Si vous partez du rebord de la côte Pacifique, à l'ouest, et que vous tracez une ligne vers l'est, vous voyez qu'aussitôt franchi le nord de la Californie, puis les chaînes des Cascades et des Klamath, vous pénétrez dans l'immense désert du Grand Bassin, qui couvre la majeure partie du Nevada, l'une des régions les plus arides et les plus hostiles du continent. Et ce n'est là qu'une pièce d'un ensemble désertique plus vaste, une série de déserts écologiquement distincts qui s'étire sur tout l'ouest nord-américain, le bassin nord, le bassin du Wyoming, le plateau du Colorado, le plateau Arizona-Nouveau-Mexique et le désert de Mojave. Au milieu de cette mosaïque aride, à des centaines de kilomètres des forêts verdoyantes du nord de la Californie, s'étend pourtant une gigantesque oasis verte, longue de plusieurs centaines de kilomètres du nord au sud. Elle est prise en étau entre les lacs hérités de Bonneville, à l'ouest, et la chaîne des montagnes Wasatch, à l'est. C'est là que la vie, l'agriculture et la civilisation redeviennent possibles, comme une enclave de densité humaine au cœur d'un univers minéral. Aujourd'hui, cette oasis abrite une vaste conurbation continue, une métropole densément peuplée, véritable îlot urbain cerné de toutes parts par des centaines de kilomètres de désert. Du nord au sud, on y trouve les aires urbaines successives d'Ogden, Clearfield, Salt Lake City et Provo-Orem, qui regroupent au total plus de 2,8 millions d'habitants dans ce que l'on appelle communément le Wasatch Front. Plus de 80% de la population de l'Utah vit le long de ce front urbain. Le Wasatch Front est le cœur battant de l'État. Depuis des années, c'est aussi l'une des régions les plus dynamiques du pays. Grâce à une nature spectaculaire et facilement accessible, combinée à un coût de la vie encore relativement modéré par rapport à la Californie ou au nord-est des États-Unis, le prix médian de l'immobilier à Salt Lake City reste environ un tiers inférieur à celui de Los Angeles, et plus de 40% inférieur à celui de San Diego, par exemple. Le Wasatch Front commence à accueillir une implantation européenne significative en 1847, avec l'arrivée des pionniers mormons. En l'espace d'une vingtaine d'années, environ 70 000 d'entre eux quittent le Midwest américain, traversent le continent en wagon pour venir s'installer le long de la chaîne de Wasatch après l'assassinat, en 1844, de leur premier dirigeant et prophète, Joseph Smith, lynché par une foule dans l'Illinois. Ces pionniers mormons s'installent alors sur les rives du Great Salt Lake, où ils fondent Salt Lake City en 1847, et en font le siège mondial de leur église. Un statut que la ville conserve encore aujourd'hui. Ce rôle religieux central confère à Salt Lake City une importance symbolique et spirituelle particulière dans l'imaginaire mormon. De nos jours, l'Église mormone revendique plus de 17,5 millions de membres à travers le monde. En réalité, seule une fraction d'entre eux, sans doute autour d'un tiers, participent activement à la vie religieuse,
ce qui signifie qu'il y a probablement entre 5 et 6 millions de pratiquants réguliers qui considèrent toujours Salt Lake City comme le centre spirituel de leur foi. Pourtant, pendant près d'un siècle après la fondation de la ville, la population installée le long du Wasatch Front reste relativement modeste et, surtout, compatible avec les capacités naturelles de la région. Une oasis fragile, mais encore en équilibre avec les ressources en eau qui la font vivre. Un siècle après l'arrivée des pionniers mormons, vers 1950, la population le long du Wasatch Front n'atteignait encore qu'environ 500 000 habitants, dont entre 85 et 90% étaient alors estimés appartenir à l'église mormone. Mais à partir des années 1950, tout s'accélère. Portée par le boom d'après-guerre, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la région entre dans une phase de croissance démographique explosive. En l'espace de 30 ans à peine, vers 1980, la population du Wasatch Front double pour atteindre environ 1 million d'habitants. Un peu plus de 20 ans plus tard, au début des années 2000, elle double à nouveau pour avoisiner les 2 millions. En 2025, le Wasatch Front abrite désormais plus de 2,8 millions de personnes, soit près de 6 fois plus qu'en 1950, dans cette même oasis au milieu du désert. Cette poussée démographique est telle qu'elle a propulsé l'Utah dans le peloton de tête des États américains à la croissance la plus rapide pendant les années 2020. Depuis 2020, la population de l'État a augmenté de plus de 7%, ce qui en fait l'État à la 4e plus forte croissance du pays, juste derrière la Floride, l'Idaho et le Texas. Pour absorber ce boom, l'Utah connaît aussi l'un des niveaux de construction de logements neufs les plus élevés des États-Unis, se classant au 4e rang national. Ce chantier permanent alimente une économie en plein essor, dont profitent largement de nombreux élus du Parlement de l'État de l'Utah. Selon une enquête récente du New York Times, environ un tiers d'entre eux auraient des liens directs avec le secteur immobilier en pleine expansion. Historiquement, toute cette explosion démographique n'a été rendue possible que grâce à l'architecture hydrologique unique de la région, celle-là même qui permet au Great Salt Lake de subsister. En hiver, des chutes de neige abondantes recouvrent les sommets de la chaîne des montagnes Wasatch, qui domine l'oasis à l'est. Au printemps, cette neige fond et alimente les 3 grands cours d'eau de la région, les rivières Bear, Weber et Jordan. Toutes 3 se jettent dans le Great Salt Lake et lui fournissent l'essentiel de ses apports en eau. Le Great Salt Lake, lui, est un lac salé endoréique, un bassin fermé, sans exutoire naturel vers la mer. La seule façon pour l'eau d'en sortir, c'est par évaporation. Avant l'ère de la colonisation moderne à grande échelle sur le Wasatch Front, ce système hydrologique fonctionnait selon un équilibre fragile mais stable. Pendant les mois d'été, la chaleur faisait s'évaporer l'eau du lac, provoquant chaque année une baisse de niveau d'environ 60 cm. Ce déficit était généralement compensé au printemps suivant, lorsque la fonte des neiges descendait des montagnes vers les rivières, puis de là jusqu'au lac. Les rivières charriaient aussi des minéraux arrachés au relief, qui s'accumulaient dans le bassin. Et comme l'eau quittait le lac uniquement sous forme de vapeur, les sels et minéraux restaient prisonniers. Au fil du temps, cette mécanique a rendu le lac plus salé encore que l'océan, et lui a valu son nom, le Grand Lac Salé. Aujourd'hui, 2 forces majeures sont en train de briser cet équilibre historique et d'accélérer le recul dramatique du Great Salt Lake. D'une part, l'explosion démographique le long du Wasatch Front qui fait bondir la demande en eau. D'autre part, le changement climatique qui augmente les températures et accélère l'évaporation bien au-delà des niveaux observés par le passé. À partir du début du XXe siècle, l'État fédéral et l'État de l'Utah ont multiplié la construction de barrages, de canaux et de conduites le long des 3 grandes rivières qui alimentent le lac. Ces ouvrages ont permis de détourner une part croissante de l'eau pour d'autres usages, l'agriculture, l'industrie et l'alimentation en eau des villes en pleine croissance. Petit à petit, ils ont privé le Great Salt Lake d'une grande partie de sa capacité à se reconstituer naturellement. La consommation humaine d'eau prélevée dans ces rivières a atteint dès les années 1960 un niveau incompatible avec la stabilité à long terme du lac. C'est à ce moment-là
que le déclin de sa surface a véritablement commencé. Par chance, une période exceptionnellement humide dans les années 1980, phénomène rare pour le Wasatch Front, a temporairement permis de reconstituer une partie de ce qui avait été perdu dans les années 1960 et 1970. Mais une fois cet épisode terminé, et après le pic historique de 1987, le lac est reparti dans une trajectoire de recul presque continue, décennie après décennie. Fait particulièrement frappant, entre 2020 et 2023, le Great Salt Lake n'a reçu, via les 3 rivières, même pas un tiers du volume d'eau qu'il percevait naturellement avant la colonisation de masse de la région. Dans ces conditions, sa capacité à compenser les pertes annuelles dues à l'évaporation s'est littéralement effondrée. À l'état naturel, le Great Salt Lake reçoit environ 3,1 millions d'acre-feet d'eau par an via les rivières qui s'y jettent, l'acre-foot étant une unité de volume utilisée dans la gestion de l'eau aux États-Unis. Les précipitations directes ajoutent encore environ 600 000 acre-pieds par an, tandis qu'en parallèle, 2,6 millions d'acre-pieds d'eau s'évaporent chaque année. En théorie, cela signifie qu'un niveau de consommation humaine durable dans ce système devrait se situer autour d'1,1 million d'acre-feet par an, pour permettre au lac de rester globalement stable. La réalité actuelle en est très loin. Les usages humains atteignent environ 2,1 millions d'acre-feet prélevés chaque année dans les rivières en amont du lac, auxquels s'ajoutent encore 200 000 acre-feet pompés directement dans le lac pour les besoins de l'industrie extractive, notamment le sel et les minéraux. Résultat, le Great Salt Lake subit année après année un déficit hydraulique d'environ 1,2 million d'acre-feet. C'est ce gouffre invisible dans les bilans d'eau, creusé par nos activités, qui constitue le moteur principal de son rétrécissement inexorable. Pour stabiliser réellement le Great Salt Lake et espérer le sauver, les millions d'habitants du Wasatch Front devraient, ensemble, réduire de plus de moitié leur consommation actuelle d'eau. C'est un mur politique et économique colossal. Cela va à rebours des intérêts des secteurs bien installés dans la région et des rêves de croissance et d'expansion d'un Utah qui vit déjà très largement au-dessus de ses moyens hydriques. Aujourd'hui, les villes et les industries du Wasatch Front n'utilisent qu'environ 9% de l'eau prélevée dans les rivières, mais un chiffre vertigineux de 90% de cette eau urbaine sert uniquement à l'arrosage extérieur, pelouse et jardin. Avec une consommation moyenne d'environ 96 gallons par jour et par personne en 2021, les habitants de Salt Lake City utilisent bien plus d'eau que ceux d'autres villes désertiques, comme Tucson ou Los Angeles, où l'on se situe plutôt autour de 78 et 77 gallons quotidiens. L'extraction de minéraux dans le Great Salt Lake lui-même, sel, sulfate, engrais potassique, magnésium, absorbe encore 9% de l'eau utilisée, tandis que les fuites et les pertes dans les réservoirs en engloutissent 8% supplémentaires. Mais de très loin, le poste le plus vorace reste l'agriculture, qui consomme à elle seule 74% de toute l'eau prélevée dans le système. L'agriculture en Utah est, par nature, un défi permanent. L'État est aride, dominé par les déserts et les vallées encaissées. Très tôt dans l'histoire de la région, les agriculteurs qui avaient obtenu des droits d'eau ont compris que la luzerne, alfalfa, faisait partie des rares cultures véritablement rentables. Elle supporte bien les milieux secs et, surtout, peut être récoltée plusieurs fois par an, ce qui alimente une autre grande industrie locale, celle de l'élevage. Mais cette luzerne est une plante extrêmement gourmande en eau, à tel point qu'au sein des 74% d'eau du bassin du Great Salt Lake consacré à l'agriculture, 34% sont engloutis par la luzerne seule. Et pourtant, malgré ce poids dans les volumes consommés, cette culture ne représente même pas 1% du PIB de l'Utah, un pilier économique symbolique des campagnes, mais un nain dans l'économie globale de l'État. Malgré cela, la majorité républicaine qui domine la vie politique de l'Utah, traditionnellement hostile à l'idée même de régulation,
se montre extrêmement réticente à encadrer la consommation d'eau de la filière luzerne. La raison est autant économique que politique. La luzerne est un pilier de l'économie rurale, des territoires qui votent massivement républicains. Et elle constitue la base de toute la chaîne locale du lait et du bœuf. Là encore, des secteurs ancrés dans ces mêmes régions. Jusqu'à présent, l'État de l'Utah a donc pratiquement rien entrepris pour freiner la surconsommation d'eau. Réduire de moitié les prélèvements pour stabiliser le lac serait un geste explosif sur le plan politique. Cela reviendrait à heurter de plein fouet les agriculteurs et les grands éleveurs les plus influents des zones rurales. Dans le même temps, aucun plan sérieux n'existe pour limiter l'étalement urbain qui gagne du terrain tout au long du Wasatch Front. Alors même que la région vit déjà très au-delà de ses capacités naturelles en eau, l'agglomération de Salt Lake City est officiellement censée accueillir 600 000 habitants supplémentaires d'ici 2060. Pour répondre à cette demande accrue, la région devra soit détourner encore plus d'eau des rivières et des cours d'eau qui alimentent le Great Salt Lake, soit recycler davantage ses eaux usées, soit pomper plus profondément dans les nappes phréatiques. Dans tous les cas, la conséquence est la même, toujours moins d'eau pour le lac. Et pendant que les humains tirent chaque année davantage sur le système, le climat, lui aussi, resserre l'étau. Les chercheurs de l'étude de l'université Brigham Young, publiée en 2023, estiment que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ont provoqué un réchauffement d'environ 4 degrés Fahrenheit, un peu plus de 2 degrés Celsius, dans le nord de l'Utah, autour du lac, depuis le début du XXe siècle. Cette hausse de température a accru le rythme d'évaporation du Great Salt Lake et expliquerait à elle seule environ 9% du recul du lac depuis la fin des années 1980. Le reste, l'immense majorité, est directement lié aux multiples détournements de rivières et de ruisseaux utilisés pour l'agriculture et, en particulier, pour la luzerne. C'est l'ensemble de ces facteurs qui expliquent pourquoi, depuis 1987, le Great Salt Lake a perdu plus de 71% de sa surface, jusqu'au point bas historique observé au début de l'année 2023. Par un hasard climatique presque insolent, ce point bas a coïncidé avec la publication de l'alerte de Brigham Young en janvier 2023. Dans les mois qui ont suivi, le Wasatch Front a connu l'un des hivers les plus enneigés jamais enregistrés, au point d'en faire la saison la plus généreuse en neige depuis l'hiver 1992 à 1993. Cette manne a permis au lac de remonter légèrement, de sortir de ses niveaux les plus critiques. Mais là encore, ce répit n'a rien à voir avec une prise de conscience politique ou un changement de comportement. Ce n'est qu'un coup de chance environnemental. Et les hivers suivants ont été nettement plus secs. L'hiver 2024 à 2025 a même été catastrophique pour le manteau neigeux du Wasatch Front, deuxième niveau le plus faible enregistré depuis le début du XXIe siècle, et l'un des 6 plus bas depuis le début de relevés fiables en 1884. Autrement dit, le danger est loin d'avoir disparu. L'Utah n'a toujours pas réglé son problème de surconsommation d'eau. Pire, tout indique que l'État se prépare à augmenter encore la pression sur la ressource. Dans ces conditions, le Great Salt Lake reste exposé au risque très réel de disparaître de manière irréversible dans les prochaines années, à moins qu'un sursaut politique rapide et massif ne vienne enfin briser l'illusion d'un salut tombé du ciel. Si le pire devait se produire et que le lac finissait par disparaître, la liste des conséquences serait longue, brutale et difficile à inverser. Sous la surface des lacs salés, les polluants issus des activités humaines voisines, exploitation minière, agriculture, ruissellement urbain, combustion de charbon, s'accumulent au fil du temps. On sait déjà que le fond du Great Salt Lake renferme des concentrations élevées de substances toxiques, arsenic, plomb, mercure, cuivre, antimoine, zirconium, entre autres. À mesure que le lac se retire, une part toujours plus grande de ces matériaux, jusqu'ici enfouis sous l'eau, se retrouve à nu. Au contact du vent, ils sont arrachés au sol, mis en suspension dans l'air, et forment des nuages de poussière hautement toxiques
qui menace directement la santé de millions de personnes vivant le long du Wasatch Front. Plus le lac rétrécit, plus la qualité de l'air sur l'ensemble de la région se dégrade. Ces tempêtes de poussière toxique, soufflées depuis le lit asséché du Great Salt Lake, feront grimper les taux de maladies respiratoires, de pathologies oculaires, de cancers, de troubles cardiovasculaires, de dysfonctionnement de la fertilité et d'autres problèmes de santé. La qualité de vie sur le Wasatch Front en sera profondément altérée. Les entreprises locales auront davantage de mal à attirer et conserver leurs employés, et la valeur de l'immobilier sera tirée vers le bas, à mesure que la région sera perçue comme un endroit moins désirable pour vivre et travailler. Pour mesurer l'ampleur du risque, il suffit de regarder à quelques 900 km au sud-ouest, vers la Salton Sea, en Californie du Sud, un autre lac salé en cours d'assèchement qui empoisonne déjà son environnement. La surface maximale de la Salton Sea ne représente qu'environ 1/10 de celle du Great Salt Lake à son apogée, en 1987. Elle se trouve de surcroît dans une zone relativement isolée, peuplée d'environ 650 000 habitants. Son recul, bien que spectaculaire, n'a donc rien à voir avec le choc que représenterait la disparition du Great Salt Lake, au cœur d'une région où vivent près de 3 millions de personnes. Et pourtant, l'effondrement de la Salton Sea a déjà entraîné une hausse massive des poussières en suspension, une chute de la qualité de l'air, une explosion des cas d'asthme infantile, plus de 3 fois la moyenne de l'État de Californie, et une perte estimée à 7 milliards de dollars sur le marché immobilier local, directement liée à la multiplication des tempêtes de poussière. Appliquez ce scénario à un lac 10 fois plus grand, entouré d'une population plus de 4 fois supérieure, et vous obtenez une catastrophe potentielle d'une toute autre échelle pour l'Utah. Les toxines issues de ces tempêtes ne se contenteront pas de flotter dans l'air, elles se déposeront sur les terres agricoles de l'État, appauvriront les sols et saboteront à long terme le potentiel agricole de l'Utah, même si par miracle, les agriculteurs ne réduisent pas leur prélèvement d'eau aujourd'hui. Et la menace ne s'arrêterait pas au Wasatch Front. Ces nuages toxiques pourraient franchir les frontières de l'État et atteindre les populations du Nevada, de l'Idaho, du Wyoming, du Colorado et de l'Arizona. Comme si cela ne suffisait pas, le retrait du lac et l'augmentation des tempêtes de poussière vont aussi s'attaquer à la neige. Le manteau neigeux de la région, le fameux snowpack, commencera à décliner, ce qui réduira la capacité naturelle du lac à se recharger et fragilisera l'une des industries phares de l'Utah, les sports d'hiver. La poussière arrachée au lit du lac ira se déposer sur la chaîne des Wasatch et accélérera la fonte du manteau neigeux, raccourcissant au passage la saison de ski. En parallèle, un lac de plus en plus réduit produira beaucoup moins d'effets de lac en hiver. Normalement, pendant la saison froide, l'air glacial capte la chaleur et l'humidité libérées par la masse d'eau, relativement plus chaude, du Great Salt Lake. Cela favorise la formation de nuages qui déversent des chutes de neige vers les versants sous le vent, enrichissant le capital neige de la région et alimentant toute une culture des sports d'hiver. Sans le lac, cet effet météorologique disparaît, la neige devient plus rare, la saison plus courte, et toute l'économie de la montagne vacille. Une étude publiée en 2025 par l'Environmental Law Institute estime que la disparition de cet effet de lac pourrait réduire le manteau neigeux moyen annuel dans les Wasatch de 5,1 à 8,4%. Un choc potentiellement dévastateur pour la saison de ski et de snowboard dans les nombreuses stations de la région. Les chercheurs rappellent aussi qu'en 2022, lorsque le Great Salt Lake a atteint son niveau le plus bas jamais mesuré, la saison de ski dans le secteur a été raccourcie de 2 semaines par rapport à ce qu'elle aurait été dans des conditions normales. Si le lac venait à disparaître totalement, la saison hivernale au Wasatch Front se verrait encore davantage amputée, menaçant une industrie du ski aujourd'hui estimée à 2 milliards de dollars par an et 26 000 emplois directs. À terme, c'est même la viabilité des Jeux Olympiques d'hiver de 2034, prévus à Salt Lake City, qui pourrait être remise en cause. Et ce n'est pas tout.
La diminution du manteau neigeux implique également moins d'eau stockée dans les montagnes pour alimenter des usages agricoles, industriels et domestiques. Autrement dit, moins de marge de manœuvre pour la croissance future de l'Utah. L'industrie extractive qui opère actuellement dans le Great Salt Lake, elle, disparaîtrait purement et simplement. Plus de 5000 emplois seraient directement menacés, et l'approvisionnement en engrais potassiques et en magnésium, essentiel pour l'agriculture américaine et la fabrication de canettes de boissons, serait gravement perturbé. Le Great Salt Lake abrite également une industrie florissante de la crevette de saumure, brine shrimp. Le lac fournit à lui seul environ 40% de l'offre mondiale de ces petites crevettes, utilisées comme nourriture de base pour l'élevage de poissons dans les fermes aquacoles du monde entier. La disparition du lac signifierait l'effondrement complet de ce secteur dans l'Utah, entraînant la perte de plus de 500 emplois supplémentaires et de 67 millions de dollars de production économique annuelle. Le lac constitue enfin un maillon critique du Pacific Flyway, l'un des grands axes de migration nord-sud des oiseaux entre l'Alaska et l'Amérique du Sud. Chaque année, plus de 10 millions d'oiseaux de centaines d'espèces y trouvent nourriture et repos. Si le lac disparaît, ces oiseaux déplaceront leur route migratoire, déserteront l'Utah, et toute une partie des activités de loisirs liées à l'ornithologie s'éteindra avec eux. En d'autres termes, le coût de la disparition du Great Salt Lake serait infiniment plus élevé pour l'Utah que les sacrifices nécessaires aujourd'hui pour le sauver en réduisant la surconsommation d'eau. Le parallèle le plus parlant pour Salt Lake City et le Wasatch Front, c'est peut-être l'histoire de Los Angeles et de sa quête inlassable de nouvelles sources d'eau au XXe siècle. Au début des années 1900, Los Angeles croît à toute vitesse et n'a plus assez d'eau pour nourrir son expansion. Prête à la chercher là où elle se trouve, la ville rachète des terres le long de la rivière Owens, puis construit un gigantesque aqueduc pour détourner son cours sur près de 230 miles vers Los Angeles. Problème, la rivière Owens est la principale source d'alimentation du lac Owens, qui s'étendait alors sur plus de 100 miles carrés. Les détournements massifs opérés par Los Angeles ont précipité le lac dans une spirale de déclin irréversible. En 1926, le lac est totalement asséché, rayé de la carte. Depuis, l'effondrement du lac Owens constitue l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire américaine. Pendant près d'un siècle, le vent a arraché des poussières fines au lit du lac asséché et les a soufflées dans les poumons des habitants des environs, provoquant une flambée des cas d'asthme et de maladies cardiaques. Le lit sec de l'Owens est devenu, des décennies durant, la principale source de particules fines des États-Unis, alors même qu'il ne représente qu'un 15e de la taille du Great Salt Lake. Les riverains du lac Owens ont fini par poursuivre la ville de Los Angeles en justice, et ont obtenu qu'on ordonne à la municipalité de tout mettre en œuvre pour réduire la pollution par la poussière au début des années 1990. Depuis, malgré des ressources financières colossales et plus de 2,5 milliards de dollars investis, Los Angeles peine toujours à contenir le problème. Le lit de l'ancien lac a été recouvert de gravier, des milliers de sprinklers y ont été installés pour humidifier juste assez le sol et empêcher la poussière de s'envoler. Des dizaines d'employés à temps plein travaillent toute l'année sur le site pour limiter au mieux ce risque de pollution atmosphérique, tandis que la plupart des petites villes qui vivaient autrefois autour du lac se sont vidées et délabrées au fil de la dégradation de l'air. Transposé à une échelle 15 fois plus grande, au pied d'une agglomération de plusieurs millions d'habitants, un destin similaire pour le Great Salt Lake et le Wasatch Front pourrait bien devenir la plus grande catastrophe écologique des États-Unis au XXIe siècle. Et il ne faut pas sous-estimer non plus le choc symbolique et culturel d'une telle disparition. Salt Lake City doit son nom même au Great Salt Lake, qui était déjà là lorsque la ville a été fondée au XIXe siècle. Sans le lac, ce nom finirait par sonner comme le rappel ironique d'une époque révolue, sacrifiée sur l'autel de la démesure humaine et du mépris de ses propres limites écologiques. Pour renverser la vapeur, sauver le lac et briser la chaîne de catastrophes que nous venons de dérouler, l'Utah n'a plus vraiment le luxe du choix,
il doit réduire massivement et très vite sa surconsommation d'eau. Ce sera douloureux, c'est certain. L'agriculture devra être encadrée plus strictement. Les pelouses verdoyantes et les banlieues tentaculaires, fierté de nombreux habitants, devront être repensées. Mais refuser cette douleur à court terme, c'est accepter un prix infiniment plus lourd à long terme. Un Great Salt Lake entièrement effondré, un Utah écrasé par les poussières toxiques, des secteurs économiques clés en déclin et un écosystème brisé, impossible à reconstruire. L'histoire du Great Salt Lake, comme la tragédie du lac Owens façonné par Los Angeles au XXe siècle, révèle à quel point nos systèmes naturels sont fragiles face à la convoitise et à la myopie humaine. Tout ce que vous venez d'entendre, ce sont des cartes, des modèles, des courbes et des séries de données. Mais derrière ces chiffres, la question est profondément humaine. Sommes-nous capables de freiner avant de détruire définitivement l'endroit où nous vivons ? J'aimerais vraiment connaître votre ressenti. Dites-le moi en commentaire, selon vous, quelle serait aujourd'hui la solution la plus réaliste pour l'Utah ? Faut-il toucher à l'agriculture, aux pelouses, aux villes, ou à tout en même temps ? Si cette histoire vous a semblé utile, si vous souhaitez explorer d'autres dossiers globaux avec la même profondeur, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous à Le Monde Décrypté et activez la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et maintenant, je vous invite à regarder la vidéo recommandée qui s'affiche à l'écran, un épisode dont je suis particulièrement fier et qui, je l'espère, enrichira encore un peu plus la façon dont vous voyez le monde. Merci pour votre soutien et à très bientôt dans une nouvelle enquête.